Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le débrief du dernier Grand Prix qui vient de se dérouler, le Grand Prix de Styrie qui s'est déroulé hier, enfin dimanche, je ne sais pas quand sera mise en ligne cette vidéo. On enregistre, nous sommes le 9 août, il est 16h28 précisément. On va faire bien entendu le bilan des Bleus, le débrief des pilotes au top, les bonnets d'âne, pardon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Ce Grand Prix de Styrie, donc qui est le premier d'une double apparition du circuit du Red Bull Ring, comme en Formule 1, hein, on a eu la même chose en Formule 1 qu'en MotoGP, on n'aura jamais autant vu que le Red Bull Ring que depuis la crise de la Covid quand même. C'est un circuit qui avait quasiment disparu dans les années 2000. Et depuis qu'il y a eu la crise de la Covid, on a toujours des doubles courses, des doubles meetings sur cette piste. La note du Grand Prix, moi j'ai mis un 13 sur 20. C'est un Grand Prix qui fait le taf, je dirais, dans mon système de notation, mais qui m'a pas emballé plus que ça. Or, il y a eu le double départ, Vignales qui a calé, qui s'est complètement planté. Mais j'ai pas été autant passionné que sur d'autres courses. Est-ce que c'est le fait que... faut savoir que là, je l'ai regardé donc ce matin, j'ai fait quand même 15 jours de Jeux Olympiques, donc au bout d'un moment, ça fatigue un petit peu aussi. Surtout que cette nuit, je n'ai pas très bien dormi, donc est-ce que c'est ce phénomène-là qui fait que j'ai moins apprécié la course? Je sais pas, mais je trouve que voilà, il y avait des dépassements, mais il n'y en avait pas tant que ça au final. Bon, Marquez a un peu animé le début de Grand Prix avec ces dépassements très musclés sur Alex Espargaro. Je pense qu'on va en réentendre parler de l'affaire Espargaro-Marquez, surtout que le frère d'Alex Espargaro, Paul, est coéquipier du pilote espagnol chez Honda, donc ça va forcément ça va forcément attiser des trucs du côté des journalistes et ça va monter en pression dans les médias. Je peux vous dire dans les jours à venir, surtout si les deux sont encore très proches sur la grille, lors du prochain Grand Prix sur la même piste, surtout qu'il ne devrait pas y avoir énormément d'évolution entre les deux Grands Prix. C'est pas forcément la meilleure invention qu'on ait eue après la Covid de faire des courses sur la même piste, parce que souvent il se passe quand même il se passe la même chose. C'est-à-dire, souvent on a quand même des qualifications qui sont très ressemblantes. Alors des fois le Grand Prix change, mais les qualifications sont quand même ressemblantes. Donc c'est pour ça que je mets un 13 sur 20, parce que c'est un Grand Prix qui m'a pas passionné plus que ça. J'ai pris du plaisir, mais voilà, il m'a manqué quelque chose en fait dans cette course. Il m'a manqué un petit peu de spectacle. Peut-être du suspense aussi pour la gagne, parce que c'est vrai que les trois premiers, bon, le podium s'est dessiné assez vite, hein, on a compris assez vite. Alors il y a eu Zarco qui perd de position sur la fin, mais le problème c'est que le réalisateur a pas montré les dépassements. Comme quoi il n'y a pas qu'en F1 qu'on a des réalisateurs de merde. Et puis après, ouais, c'est compliqué. Enfin, je sais pas, il m'a manqué quelque chose voilà, dans ce Grand Prix. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Quartararo, troisième de ce Grand Prix, Fabio Quartararo. C'est une belle course pour Fabio. C'est une belle course, voilà, avec donc le troisième temps en qualification sur une piste qui ne lui convient pas forcément. Il a même failli faire la pole. Et puis en course, voilà, bon, il avait un rythme un peu inférieur aux autres pilotes, parce qu'il y a quand même 9 secondes d'écart avec Jorge Martin et Johan Mir qui était un petit peu sur une autre planète. Mais il fait 3, Miller se plante, Johan Zarco est derrière. Donc en fait, il perd pas beaucoup de points sur les pilotes de terre, à part Johan Mir qui se rapproche un peu, mais Johan Mir est quand même loin déjà au championnat. Hein. Il est certes troisième, mais il commence quand même à avoir un petit retard de points. C'est plutôt la bonne opération quand même du week-end, avec Banaya qui s'est planté, Vignales également. Voilà, Jorge Martin il est loin au championnat du fait qu'il a abandonné, enfin qu'il n'a pas pu participer à beaucoup de courses, donc c'est vraiment un bon résultat pour Fabio dans l'optique du championnat. Et puis qui aurait dit qu'il prendrait la troisième place sur cette piste qui ne convient pas au Yamaha parce qu'il faut un moteur sur cette piste. Et le problème, c'est que Yamaha, c'est un petit peu le défaut de cette machine, c'est d'avoir un moteur
qui n'est pas le plus performant au monde. Donc c'est vrai que ça n'a pas forcément aidé Fabio Quartararo. Donc c'est pour ça, c'est une belle opération, je trouve, au championnat pour Fabio. C'est vraiment quelque chose de bien pour lui. Ses adversaires donc, se retrouvent derrière lui. Et puis par rapport à Viñales, il est en train d'exploser Viñales. Hein. Alors Viñales est sur le départ, mais alors là, les erreurs, quand même, le fait de caler sur la grille de départ, sur un deuxième départ, je trouve que c'est quand même une erreur un petit peu de débutant. Et puis de toute manière, Viñales, bon... il n'avait pas de rythme parce que ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, Zarco s'était retrouvé dans la même situation que Viñales, c'est-à-dire partir des stands. Je crois me rappeler que Zarco avait marqué 1 point ou 2 points avec une Ducati de chez Avintia, donc était quand même d'un niveau un peu inférieur. Si je regarde l'année dernière, où il avait fait une sacrée démonstration ce jour-là. Donc ça s'est plutôt bien passé pour lui et là ça a été plus compliqué pour ses adversaires et c'est vrai que Viñales il a complètement explosé. Viñales il avait fini 14e l'année dernière sur le Grand Prix de Styrie, donc voilà. Il faut s'en rappeler. On continue avec les pilotes. Mais c'est bien le 2020, oui. Avec les Français, avec donc Johann Zarco 6e de ce Grand Prix. Pas un très grand rythme de course, peut-être dû au fait, je vais réussir à faire une phrase en français, que du côté de Johann Zarco, on avait embarqué un pneu soft. On a vu que ça soit lui ou également Banaya, ils ont eu des deuxièmes parties de course un peu plus compliquées et ce pneu soft n'a pas forcément mieux marché en début de Grand Prix. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un super rythme en début de Grand Prix supérieur aux pilotes qui avaient d'autres types de gomme. Donc ça n'a pas forcément été le bon choix. Pas de chance, il se fait dépasser 2 fois dans le dernier tour. Il n'a pas réussi, comme dirait les handballeuses, à fermer la boutique. Du côté de Johann Zarco, donc ça c'est un petit peu dommageable de ce côté-là pour le pilote français. C'est quand même un résultat dans les points, un résultat où il marque encore des points. Il y a une fiabilité quand même cette année pour Johann Zarco dans les points, parce qu'à part le Portugal, il a quand même fini tout le temps dans le top 10, donc ça c'est quand même une sacrée force de la part du pilote français. Malgré tout, il lui manque un petit truc là en ce moment en termes de performance à Johann Zarco, et ça serait bien de le trouver d'ici le Grand Prix d'Autriche ou la Grande-Bretagne. Il lui manque un petit truc qui fait que pour le moment il est un petit peu en dessous en termes de performance. Et puis ce qui fait mal quand même, c'est que c'est son équipier qui s'impose et qui apporte la première victoire à Pramac, et c'est lui qui aurait bien voulu apporter cette première victoire à Pramac. Donc on va voir mentalement comment ça va se passer. C'est vrai que Jorge Martin est très très fort. Il a quand même pas un adversaire en mousse, un coéquipier en mousse, Johann Zarco, et on va voir comment ça va se passer pour Johann Zarco. Mais voilà, c'est un Grand Prix un peu mitigé pour Johann Zarco parce qu'il n'y a pas le résultat escompté. Il y avait un bon coup à faire avec la puissance de la Ducati. Au final, il fait que 6e. Alors certes, c'est deuxième pilote Ducati, parce que les deux pilotes Pramac sont quand même devant les deux officiels. Ça va aussi commencer à poser un petit problème chez Ducati. Mais surtout du côté de Johann Zarco, il est derrière son équipier, et ça c'est toujours un petit peu compliqué, surtout que même en qualification l'été dernière, il y a à peu près le même écart en course et en qualif. En qualif, il y a quand même quasiment 4 dixièmes entre les deux. En course, c'est un petit peu ça au niveau du rythme de course, et ça a quand même joué à la fin du Grand Prix, qu'il y a 13 secondes d'écart entre lui et Jorge Martin, donc à Pramac et à Zarco de trouver des solutions, peut-être prendre les réglages de Jorge Martin, ou peut-être trouver au moins quelque chose pour améliorer la performance pour le pilote français. Du côté des pilotes au top, je commence tout de suite avec Jorge Martin, qui remporte le Grand Prix après la pole position. Grand Prix parfait pour Jorge Martin, et c'est vraiment le débutant de cette année. Il n'y a pas vraiment matière à discuter par rapport à Bastianini ou à Marini. Il a fait une seule erreur qu'il a quand même payé vraiment cash cette année, Jorge Martin. Son seul défaut, je dirais, c'est qu'il se blesse souvent.
Jorge Martin. C'est un pilote qui tombe quand même assez régulièrement, qui se blesse souvent, parce que Jorge Martin a quand même déjà eu plusieurs blessures, et c'est vrai que c'est un pilote qui a en fait très peu de saisons complètes en MotoGP. Et ça, c'est un petit problème aujourd'hui, parce qu'il a souvent raté des courses en Moto 3 ou même en Moto 2. Et ça, c'est toujours un petit peu un problème, surtout en Moto 3. Voilà, il a raté des courses un peu moins en Moto 2, mais c'est un pilote qui tombe quand même, et qui souvent, quand il tombe, se blesse. Donc c'est à lui de progresser dans ce domaine-là. Après, ça reste un très très bon pilote aujourd'hui, le français. Et il fait le français, l'espagnol, qu'est-ce que je raconte, dis donc. Il a un petit peu de fatigue, hein. Jorge Martin, mais c'est un pilote qui doit tomber un peu moins. Par contre, quand il est au top, Jorge Martin, il est imbattable. Le pilote Ducati, c'est-à-dire que là, on le voit, hein, il prend la tête quand même assez vite sur ce Grand Prix, et ensuite il enchaîne les tours, un peu à la manière d'un Fabio Quartararo. C'est peut-être même l'adversaire numéro 1 de Fabio Quartararo, peut-être dans les années à venir, s'il arrive à confirmer Jorge Martin, tout le bien que je pense de lui et que le MotoGP pense de lui. Mais non, très très fort de la part du pilote espagnol, et puis donc première victoire dès sa première saison. Je rappelle que même Fabio Quartararo n'avait pas réussi. Ils sont peu nombreux, les pilotes à avoir gagné dès leur première saison. Vous avez Pedrosa, vous avez Lorenzo, et ils ont quand même plutôt eu des bonnes carrières après derrière. Donc c'est plutôt bon signe de la part de Jorge Martin. Il y avait eu aussi Rossi en passant. J'ai pas fait tous les pilotes, hein. Mais voilà, c'est vraiment une très très bonne chose de la part de Jorge Martin, et on espère que ça va continuer pour le pilote espagnol dans les courses à venir et dès le prochain Grand Prix du côté de l'Autriche. On continue du côté des pilotes au top avec Joan Mir, qui fait quand même deuxième de ce Grand Prix. C'est l'un des rares pilotes à reprendre des points sur Fabio Quartararo, et je dirais un week-end solide de la part de Joan Mir. C'est souvent un pilote qui fait un bon dimanche, mais qui fait un samedi assez moyen. Et là déjà ça commençait bien avec une belle qualification du côté de Joan Mir, et puis derrière un bon Grand Prix. Alors c'est un circuit qu'il apprécie particulièrement quand même, Joan Mir, parce que il a déjà eu des bons résultats sur cette piste, hein, notamment l'année dernière où il était en tête quand il y avait eu l'accident. Mais c'est quand même un pilote qui aime ce Grand Prix d'Autriche. Et puis Joan Mir, il a aussi profité du fait que la Suzuki a quand même un bon moteur, même si ça reste un 4 en ligne. C'est un moteur qui est quand même plus performant que chez Yamaha. Et c'est vrai que dans les lignes droites et en course, ça aide. Après, il n'a jamais réussi à suivre le rythme de Jorge Martin. Une fois que Jorge Martin est parti, il y avait une marge de sécurité pour Jorge Martin. Mais Joan Mir, il s'en sort vraiment bien sur ce week-end. À lui de continuer comme ça au Grand Prix d'Autriche encore, le pilote espagnol. L'écart reste important aujourd'hui au championnat pilote, mais imaginons que Fabio fasse une erreur. Ça pourrait avoir des conséquences au classement en pilote. Et Joan Mir, on se souvient que l'année dernière, il avait fini très très fort la saison, hein. Il avait commencé piano avec 3 abandons, mais il avait fini très très fort. Donc il faudra vraiment faire attention au pilote espagnol sur la deuxième partie de saison. Je continue du côté des pilotes au top avec Dani Pedrosa, qui m'a vraiment impressionné, le pilote espagnol Dani Pedrosa, parce que pas de Grand Prix depuis 3 ans quand même. Depuis 2018, il n'avait pas couru. Alors certes, il fait beaucoup de travail de journée d'essai sur cette piste avec KTM, mais quand même, c'est pas le rythme de course. Quand vous n'avez pas fait de regardez Cal Crutchlow, qui en comparaison, malgré le fait qu'il a arrêté il y a 6 mois à peine, Cal Crutchlow, hein, il était nulle part en termes de performance. Du côté du pilote espagnol, il a retrouvé tout de suite le rythme en peloton aussi, parce que il fait des journées d'essai certes, mais en course vous avez un peloton, surtout que là il courait dans le peloton. C'est pas toujours facile pour un pilote, surtout quand lors du premier départ vous ratez à la réaccélération du virage 3 et que vous faites percuter votre moto par un autre coureur et que votre moto prend feu. Ça a tendance un petit peu à
à faire réfléchir, et surtout pour un pilote qui a aujourd'hui 35 ans, 36 ans, à se dire qu'est-ce que je fous là, grosso modo, c'est la question qu'il s'est peut-être posée, hein, Dani Pedrosa. Mais ensuite en course, il a eu un bon rythme, hein, un meilleur rythme notamment que Miguel Oliveira, que les pilotes Tech 3. Bon, en même temps que les pilotes Tech 3, j'avais vu le rythme qu'avait Petrucci, c'était pas compliqué, mais Lecuona était quand même pas si mal sur ce Grand Prix. Et il a plutôt bien roulé. Puis en fin de Grand Prix, il revenait fort sur Alex Marquez et sur Marc Marquez aussi. Donc vraiment, très beau Grand Prix de la part de Dani Pedrosa, un beau top 10. On ne sait pas les pièces qu'il avait sur sa machine, mais c'est peut-être très intéressant pour KTM, les informations qu'il a pu rapporter à l'équipe pour améliorer la performance de cette machine. Parce que c'est vrai que du côté de chez KTM, par contre, même si Brad Binder fait 4 ou 5, je sais plus, 4 pardon, du Grand Prix, bon, ça a quand même été pas facile pour les pilotes KTM pendant une grande partie de la course, et puis surtout Oliveira qui n'avait pas du tout de rythme. Donc voilà, bon Grand Prix de la part de Dani Pedrosa. Et puis je finis avec Nakagami, 5e. Bonne course de LCR, mais aussi de Nakagami un peu plus en particulier, qui finit quand même 4 places devant Alex Marquez. Quand il a des sensations, Nakagami, ça reste un très bon pilote. Il partait 10e sur la grille, 5e à l'arrivée. C'est vraiment bien, et ça reste un bon pilote quand même. Il a un bon rythme de course, Nakagami. C'est pas forcément le pilote le plus fort dans les bagarres en peloton. Ça, c'est pas forcément là où il est le meilleur. Par contre, c'est un pilote qui a cette capacité à avoir du rythme régulier pendant tout un Grand Prix. On l'avait vu l'année dernière, notamment à Jerez. Il nous avait fait ça, mais sur d'autres pistes, où quand il est en confiance avec sa moto, il faut qu'il soit en confiance par contre avec sa moto, il arrive à être performant et à être très très régulier dans les chronos. Donc c'est vraiment une très très belle performance de la part de Nakagami. Il a été vraiment bon, le pilote japonais. Et puis ça montre aussi que Honda peut arriver à faire des belles performances sans forcément avoir un pilotage ultra agressif comme a eu Marc Marquez pendant tout le week-end. Et puis c'est bien pour Nakagami parce qu'il finit quand même meilleur pilote Honda. Quand on voit le niveau de performance de Paul Espargaro, ça a peut-être commencé à faire réfléchir l'état-major Honda, qui veut imposer quand même un pilote japonais. Alors on sait très bien qu'il y a une lutte en fait entre Repsol, d'un côté le sponsor du HRC, et Honda, l'état-major de Honda, qui veut un pilote japonais, alors que Repsol veut 2 pilotes espagnols. Mais j'ai l'impression qu'avec la poussée de Nakagami quand même, qui est un pilote régulier, je dis pas que c'est le meilleur pilote du monde, Nakagami, je pense pas que ce soit un champion du monde en puissance, mais Paul Espargaro pour le moment ne s'en sort pas avec cette Honda. Est-ce que c'est une idée que pourrait avoir l'équipe japonaise, peut-être dans les semaines à venir? On passe au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, moi je vais commencer avec Vignales. Grand week-end encore compliqué pour Vignales, quoi. Il n'y a pas de rythme en fait pour Vignales. C'est ça qui est terrible. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de niveau de performance. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, mais vraiment rien. Il est complètement largué. Moi, je vois pas. On parle d'Aprilia, mais bon. Si tu as le choix entre Dovizioso et Vignales, moi, je choisis quand même Dovizioso, même si ça fait depuis un an qu'il roule peu. Dovizioso, excuse-moi, mais Vignales est aux fraises. Là, depuis le début de saison, enfin, c'est terrible pour le pilote espagnol, mais c'est incroyable. Alors je sais pas si c'est un problème mental, c'est un problème physique du côté du pilote Yamaha, mais déjà un manque de régularité au niveau de la performance. Mais cette année les résultats sont quand même pas fous, quoi. Alors il y a eu la victoire lors du premier Grand Prix, mais ensuite derrière il y a eu un enchaînement de places pas exceptionnelles, de résultats où il finit pas dans les points quand même déjà, hein. Il reste encore pas mal de courses pour Vignales, seulement 7e du championnat pilote, à quasiment 100 points de son équipier Fabio Quartararo, 88 points, quelque chose comme ça, de son équipier. Voilà, quoi. Non, pas 88 points, pardon. Non, un peu moins. Non,
J'ai dit une bêtise. Il a 95 points alors que Quartararo en a 172. Donc ça fait 77 points d'écart. Voilà, au championnat pilote entre les deux. Mais voilà quoi, Vignales, c'est un pilote qui était. C'est un pilote sur lequel on misait beaucoup quand même sur Yamaha. On lui a mis quand même même Rossi l'a beaucoup aidé. On lui a mis une structure en place qui était vraiment. On n'a pas fait ça à beaucoup de pilotes, très clairement chez Yamaha, et pour un niveau de performance qui est nul. Vraiment, il faut dire la vérité, le niveau de performance, il est nul. Quand on regardera quand même les saisons de Vignales en MotoGP, on se dira déjà, premièrement, énorme inconstance dans ses résultats. Et puis, quel gâchis, quoi. Du gâchis, vraiment, je trouve, pour Vignales. Je continue avec Jack Miller. Jack Miller, le problème, c'est que soit il gagne, soit il tombe, quoi. Enfin, c'est un peu schématisé. Il est quand même maintenant à 72 points de la tête de course. C'est le 3e pilote Ducati au championnat pilote. C'est pas non plus à négliger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même Zarco qui caracole en tête et puis les 2 autres qui sont derrière. Et puis, il fait beaucoup trop d'erreurs de pilotage en course, quoi. À chaque fois qu'il se retrouve un petit peu en difficulté, Miller, ces derniers temps, il a tendance à forcer énormément sur son pilotage pour tenter d'accrocher le tempo. Et le problème, c'est que ça, en moto, ça marche pas. Tu peux peut-être faire ça pendant un tour, 2 tours, peut-être un Grand Prix, mais tu peux pas le faire sur 3 ou 4 Grands Prix d'affilée. Et c'est pourtant ce qu'il essaye de faire depuis de nombreuses courses. Il force beaucoup sur son pilotage et il commet des fautes. Et là encore, une nouvelle faute du côté de Jack Miller. Et il peut s'en vouloir parce que, là encore, pour Jack Miller, il pouvait marquer des points, il pouvait reprendre un petit peu de points sur Quartararo, et pourtant, c'est un pointé. Deuxième 0 pointé d'affilée du côté de Jack Miller. Voilà, ça coûte cher aussi au classement par équipe pour Ducati, cette affaire-là. Non, il va falloir retrouver du rythme parce que là, ça commence à faire beaucoup de grands prix où il est pas exceptionnel, je trouve, Jack Miller. Ou surtout, il n'arrive pas à sortir son plein potentiel. Le 3e place, notamment, elle est pas c'est un bon résultat, sa 3e place en Catalogne, mais tu te dis qu'il y avait quand même possibilité de mieux faire en Catalogne, et puis il commence à être largué au championnat pilote aussi, Jack Miller. C'est là où ça commence à être inquiétant, mais notamment en Italie au Mugello, la 6e place a fait extrêmement mal, et puis l'abandon au Portugal, l'abandon à Assen, l'abandon en Styrie. Ça commence à faire vraiment beaucoup d'abandon pour le pilote australien. Et puis je termine avec Oliveira. C'est dommage pour Oliveira parce que déjà c'est un abandon qui lui coûte cher au niveau du championnat pilote. Et puis surtout pour Oliveira, il était quand même sur une magnifique série sur les 4 dernières courses, 2e, 1er, 2e, 5e. Depuis son abandon au Grand Prix de France, il était vraiment sur une belle série. C'était vraiment le pilote qui marchait quasiment le plus fort avec Fabio Quartararo. Mais là, il a pris le Grand Prix à l'envers. Enfin, tout c'est un peu mal passé pour Miguel Oliveira avec une chute le premier jour dans ce fameux virage 3, et puis après derrière il n'a pas réussi à retrouver de la confiance, pas vraiment de rythme. Bon, il finit avec un problème sur sa machine, mais il n'a jamais eu un grand rythme ce week-end, Miguel Oliveira, et c'est bien dommage parce que là encore c'est un abandon qui coûte cher. Enfin, qui coûte cher au championnat pilote. Maintenant, il est à 85 points, donc là, il commence à être loin par rapport à Fabio Quartararo. Et puis, il voit aussi Brad Binder se rapprocher. Simplement 12 points au championnat pilote. Et là aussi, pour savoir qui est le leader dans cette équipe KTM, c'est bien d'être devant au classement du championnat. Et c'est vrai que là, ça commence à poser un problème pour Miguel Oliveira. Et puis, ça coupe une belle dynamique. Quand vous êtes sur une belle dynamique, voilà, vous marchez un petit peu sur l'eau, et là, cet abandon lui coupe sa dynamique. On passe au classement pilote. Du côté du classement pilote, on commence avec Fabio Quartararo, 172 points. Il a 40 points d'avance sur Johan Zarco, 2e. 3e, Joan Mir, qui est déjà à plus de 2 grands prix de distance en termes de points. On retrouve ensuite Banaya,
Miller, Viñales, Oliveira, puis Brad Binder, Alex Espargaro, Marc Marquez, Jorge Martin, donc premier débutant et 12e, largement devant Bastianini et Luca Marini. Et puis on a une remontée de Marc Marquez à la 10e place dans ce classement. On poursuit avec le classement constructeur. Et là, c'est Yamaha qui est en tête avec 8 points d'avance sur Ducati. La victoire de Jorge Martin fait beaucoup de bien à Ducati pour recoller à ce classement. On retrouve ensuite en 3e place KTM qui passe devant Suzuki, enfin qui reste devant Suzuki, KTM pour 2 petits points seulement. Et puis ensuite Honda qui reste quand même proche, on va dire, des 2 premières équipes, et Aprilia 6e. Le double abandon fait mal pour Alex Espargaro et Savadori. Du côté du classement par équipe, c'est Yamaha qui passe en tête avec les très très bons résultats ces derniers temps de Fabio Quartararo, et puis les quelques bonnes performances de Viñales, donc 267 points devant le team Ducati, le team officiel qui a 214 points. On retrouve ensuite Pramac, premier team officiel avec 184 points, premier team indépendant Pramac, devant Suzuki, KTM, puis Honda, LCR, Aprilia et simplement 9e Petronas avec 60 points, c'est-à-dire maintenant à 124 points de Pramac. Autant vous dire que pour le titre indépendant, je ne vois pas comment ça pourrait échapper à l'équipe italienne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du Grand Prix, ce que vous avez aimé du Grand Prix. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.